tout le monde, moi c'est Alicia, aka Alicewin sur le forum, et je suis une de vos tutes de Biostat. Et c'est moi, je pense, qui vais commencer avec la première vidéo de Biostat de cette tute rentrée du S2, et le cours va porter sur l'introduction à la métrologie et à la biométrie. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste vous rassurer sur un petit sujet, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient un peu effrayées de la Biostat. Mais juste, voilà, si je peux vous donner quelques conseils, c'est que déjà, c'est pas une matière vraiment à par cœur, c'est plus une matière de compréhension. C'est une matière où il va vraiment falloir que vous entraîniez beaucoup, que vous fassiez beaucoup de QCM, mais surtout, il faut vraiment que vous compreniez. Donc justement, moi, donc j'ai un peu une manière de fonctionner, c'est par rapport au sens des mots. Donc en fait, tout au long de la vidéo, je vais vous donner un peu des moyens mémotechniques ou la manière dont moi j'apprenais, je comprenais ce cours en particulier. Et donc voilà, c'est vraiment beaucoup sur la compréhension des mots que vous allez avoir des moyens mémotechniques et vous allez pouvoir retenir plus facilement. Bah écoutez, on va pouvoir commencer, c'est parti. Alors, on va commencer avec le sommaire, donc on va voir des définitions. Erreur et incertitude, fidélité et justesse, variable et codage numérique. La première définition, la métrologie, donc c'est quoi? C'est la science de la mesure. La biométrie, c'est la mesure des phénomènes biologiques pour l'étude quantitative et ou qualitative des êtres vivants. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur la définition de quantitative et qualitative, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quantitative, c'est une quantité, qualitative, qualité. Ensuite, on va avoir mesurer. Donc mesurer, c'est quoi? C'est comparer une grandeur inconnue à une référence. Référence est synonyme d'étalon. Un étalon est synonyme de référence, donc dont la traçabilité est établie. Ensuite, on va avoir l'étalonnage. Donc c'est l'ensemble des opérations qui établissent dans des conditions spécifiques la relation entre la quantité qui est indiquée par un appareil ou un système de mesure et la valeur vraie de la variable mesurée réalisée par des étalons. Ok, on va prendre un exemple, l'exemple d'un lecteur de glycémie. Un lecteur de glycémie, il va afficher une glycémie de 1 g par litre, c'est un exemple. La valeur vraie, par exemple, elle va être de 0,97 g par litre. Et bien, en fait, l'étalonnage, c'est toutes les opérations qui permettent de mettre la relation entre donc, les 1 g par litre et la valeur vraie 0,97 g par litre. Une partie donc assez importante, c'est les grandeurs physiques et unités. Une grandeur physique, c'est un attribut qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement. Ça doit être repérable et mesurable. Alors, petit moyen mémotechnique, enfin plutôt astuce, je me disais que si on prend une couleur des yeux, par exemple, que la couleur des yeux, c'est une qualité, eh bien on va distinguer la couleur des yeux. Donc distinguer qualitativement et déterminer quantitativement. On va déterminer un nombre en fait. Moi c'est comme ça que je me disais. Bien évidemment c'est apprendre ou à laisser, c'est juste, je vous dis mes petits moyens mémotechniques et une manière de réfléchir. Ensuite on va voir ce que c'est une unité. Donc une unité c'est une grandeur particulière qui est choisie comme référence, important. Chaque unité est nommée et un symbole lui est attribué. Donc là on a l'exemple de l'euro, mais on va avoir l'euro, elle est nommée et on va avoir le symbole de l'euro. Justement, on va avoir donc le système international des unités, c'est aussi très important. En 1960, le système international qui s'instaure et qui remplace tous les systèmes précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va avoir, donc avant on avait plein d'unités d'usage, plein d'unités différentes. Elles ont été ramenées à 7 unités de base et donc elles sont théoriquement indépendantes les unes des autres. Ici, ce qui est important à retenir, c'est que par exemple, la longueur a comme unité de base le mètre et non pas le kilomètre, non pas le millimètre. Non, le mètre comme unité de base. La masse a comme unité de base le kilogramme. Donc en fait, il faut juste retenir qu'il y a 7 unités de base et retenir ce tableau. Donc justement, on a des unités de base, mais on a aussi donc des unités qui sont dérivées. On peut les combiner entre elles et ça va former des unités dérivées. Par exemple, ici on va avoir la force. L'unité de la force, c'est le newton. C'est une combinaison des unités de base. Kilogramme fois mètre divisé par seconde au carré. Kilogramme, c'est l'unité de base. Mètre, c'est l'unité de base. Et seconde au carré, seconde, c'est l'unité de base. Maintenant, on va passer à la deuxième partie sur les erreurs et incertitudes. On commence avec l'incertitude. Grand X, c'est la valeur vraie. Petit x, la valeur lue, mesurée. Et dx, c'est l'incertitude de x. La formule nous dit que grand X est compris entre x moins dx et x plus dx. Alors, déjà, l'incertitude, elle peut être due à la mesure et elle permet de quantifier la qualité d'un résultat. Une petite incertitude, ça garantit un résultat précis. Elle certifie la fiabilité du résultat. Ok, on va expliquer tout ça.
On reprend l'exemple de tout à l'heure. Grand X, c'est la valeur vraie, c'était 0,97 g par litre. Petit x, c'était la valeur qui était lue sur le lecteur de glycémie, 1 g par litre. Eh bien, on va avoir une incertitude de x, donc l'incertitude du lecteur de glycémie qui peut être par exemple de 30%. Et donc c'est ça qui va correspondre à dx. Juste, j'explique un petit peu pourquoi une petite incertitude, ça garantit un résultat qui est précis. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'incertitude, c'est la marge d'erreur. C'est-à-dire que plus la marge d'erreur est faible, plus le résultat sera précis, parce que ça veut dire que l'appareil a le droit de se tromper par exemple que de 2%, donc s'il peut se tromper que de 2%, ça va être précis. Alors que s'il peut se tromper de 40-50%, bah, ça va être moins précis parce qu'on sait qu'il y a une marge d'erreur qui est définie à la base. Ok. Donc maintenant on va voir justement les erreurs. Donc on va avoir l'erreur absolue, pour commencer. Donc l'erreur absolue c'est quoi? C'est la différence entre le résultat d'un mesurage et la valeur vraie de la grandeur physique. Elle s'exprime dans l'unité de la mesure. On va avoir une formule, donc petit e est égal à, en valeur absolue, très important, il n'y a pas de résultat négatif, petit x moins grand x. Donc, petit x, c'était la valeur qui était lue, mesurée, et grand x, la valeur vraie. Ok, donc c'est bien dans l'unité de la mesure, parce que dans l'exemple de tout à l'heure, petit x c'était 0,97 et grand x c'était 1. Donc ça fait 0,97 moins 1. Si vous ne savez pas, les barres comme ça, c'est valeur absolue. Ça veut dire que peu importe le signe, que ce soit moins ou plus, ça reste plus. Donc là, ce sera 0,03 la valeur absolue. L'erreur absolue est de 0,03 g par litre, parce que c'est bien dans l'unité de la mesure. L'erreur relative, c'est le rapport entre l'erreur de mesure et la valeur vraie. Elle s'exprime en pourcentage. Donc ER comme erreur relative, c'est égal à petit e, qui correspond à l'erreur absolue, sur grand X, la valeur vraie. Ce qui est hyper important à savoir, c'est que l'erreur absolue, c'est dans l'unité de la mesure, et l'erreur relative, c'est en pourcentage. C'est très important. Ensuite, on va avoir 3 autres erreurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le diapo, et ensuite je vais vous expliquer pour pouvoir les comparer. On a l'erreur systématique, ou biais. C'est une erreur reproductible, qui est reliée à leur cause par une loi physique, et qui est susceptible d'être éliminée. Erreurs aléatoires, c'est des erreurs non reproductibles qui obéissent à des lois statistiques, c'est-à-dire le hasard. Une erreur accidentelle, c'est une erreur qui est due à une fausse manœuvre, mauvais emploi, dysfonctionnement de l'appareil, mauvaise manipulation. Elles ne sont pas prises en compte. Ok, donc pour comprendre, l'erreur systématique ou biais, c'est une erreur reproductible parce que c'est systématiquement pareil. Systématique. Donc c'est susceptible d'être éliminé parce que si à chaque fois on va avoir le même problème, il suffit de changer les calculs pour arriver à modifier juste le problème qui est répétitif. Les erreurs aléatoires, c'est aléatoire, donc c'est non reproductif, c'est le hasard, ça arrive aléatoirement. Ok. Et l'erreur accidentelle, donc accidentelle comme accident, donc c'est pas pris en compte, parce que c'est juste on s'est trompé en fait, donc c'est vraiment un accident. Maintenant on va avoir des erreurs qui sont accompagnées d'un graphique. Je pense que c'est important de savoir que erreur de 0 c'est offset, parce que je pense qu'on peut dire juste erreur, on peut vous dire, ou le prof peut vous dire que erreur de offset, donc apprenez au cas où. L'erreur de 0 ne dépend pas de la valeur de la grandeur mesurée. Erreur de 0 c'est égal à valeur de x quand grand x égale à 0. Pour arriver à savoir correspondre, erreur de 0, ça correspond à ce graphique. En fait, ce que vous pouvez observer, c'est que la courbe de référence qui est en noir, le point en bas, ici, là, bon, c'est à l'envers, mais ici, c'est 0, alors que tout simplement, celle qui est en rouge, donc qui correspond à l'erreur de 0, elle commence pas au niveau du 0. On a ensuite l'erreur d'échelle. Donc là, les diapos sont faites de la même manière, c'est-à-dire qu'à gauche, on a le graphique avec la courbe ou la droite, et à droite, on va avoir les informations. Ici, l'erreur d'échelle ou de gain, elle dépend de façon linéaire de la valeur de la grandeur mesurée. Pourquoi linéaire? Parce que, en fait, ça dépend de façon linéaire, parce que, en fait, c'est une droite, donc c'est de manière linéaire. C'est tout simplement comme ça que je me disais. Maintenant, justement, on a l'erreur de linéarité. Pour pas confondre, c'est une erreur de linéarité. Donc si c'est une erreur, ça veut dire que c'est pas linéaire. On a bien une courbe qui n'est pas une droite. La caractéristique n'est pas une droite. Ensuite, on va avoir l'erreur qui est due au phénomène d'hystérésis. Je crois que ça se prononce comme ça, sinon désolé. On va avoir un phénomène d'hystérésis lorsque le résultat de la mesure il dépend de la mesure précédente. Par exemple, l'effet de viscosité. Pour retenir,
Ce que je me disais, c'est que phénomène d'hystérésie, c'est un mot qui est compliqué, hein, ok. Donc le graphique, je trouve qu'il est plus compliqué que les autres parce qu'on a deux courbes. Vraiment, c'est vraiment comme ça que je retenais parce que je trouvais les deux compliqués, donc ça allait bien ensemble. Mais donc, ce qui est important à savoir, c'est le résultat de la mesure, il dépend de la mesure précédente. Donc en fait, si on a fait par rapport à la mesure d'avant, on va avoir une répercussion sur les résultats d'après. Pour terminer, on va avoir l'erreur de mobilité. Pour retenir, donc, la caractéristique est en escalier, donc c'est mobile. En fait, le problème c'est que c'est mobile. Voilà. C'est une erreur qui est souvent due à une numérisation du signal, discrétisation d'une valeur continue en classe. On va passer à la troisième partie, on va parler de tout ce qui est fidélité et justesse. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que l'incertitude, c'est fidélité. Justement, la fidélité, c'est quoi ? En fait, fidélité, c'est l'étroitesse entre une série de mesures et la moyenne des valeurs. Ça donne une indication sur les erreurs qui sont aléatoires. La justesse, c'est l'étroitesse entre la valeur qui est trouvée et la valeur de référence. Donc ça donne une indication sur les erreurs qui sont systématiques. Vous inquiétez pas, il y a une diapo juste après qui va vraiment vous aider pour mieux comprendre normalement. Voilà, donc c'est de cette diapo dont je vous parlais. Alors, en fait, ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a des cibles et on va avoir les petits points bleus. Et en fait, le but, ça va être de voir ce qui est fidèle et juste, tout simplement. Pour commencer, vous allez avoir la cible qui est tout à droite, normalement, fidèle et juste, donc c'est précis. Tous les points, ils sont bien au centre de la cible, regroupés, donc c'est fidèle et juste. À l'inverse, donc de l'autre côté, sur ma gauche, c'est ni fidèle ni juste. Donc c'est imprécis. Les points bleus, ils sont pas regroupés entre eux. Et ensuite, c'est pas au centre de la cible. Ça, c'est en fait les deux extrêmes. Mais pour arriver à comprendre fidèle et juste, on va avoir quand c'est fidèle et quand c'est juste. Ici, la justesse, on va regarder les points avec les points de référence. La cible fidèle mais pas juste. Donc pourquoi c'est fidèle ? C'est fidèle parce que tous les points, ils sont regroupés entre eux au même endroit. Le problème, c'est qu'ils sont pas au centre de la cible. Donc c'est pas juste, c'est pas correct. À l'inverse, sur la cible pas fidèle mais juste, on a tous les points bleus qui sont au centre de la cible, donc c'est juste, mais c'est pas fidèle parce que si un point c'est une mesure, bah les mesures les mesures elles sont aléatoires. Et comme on a vu juste avant, la fidélité ça donne une indication sur les erreurs qui sont aléatoires. On va passer au type de caractère. Donc ici on va avoir le caractère morphologique et caractère physiologique. Alors, le caractère morphologique, métrique, donc c'est mesurable par rapport à une unité qui est déterminée. Exemple, la taille, longueur du corps, poids, en grammes, température. Et on va avoir numérique, c'est-à-dire dénombrable, le nombre de dents. Et physiologique, eh bien en métrique, donc c'est mesurable par rapport à une unité qui est déterminée. Par exemple, on va avoir le dosage sanguin, pression artérielle ou spirométrie. Et on va avoir une appréciation qui est qualitative, une unité qui est arbitraire, adiposité, ou encore la calvitie, parce que c'est physiologique. En fait, c'est comme un attrait. Alors que morphologique, bah, c'est morphologie, donc c'est dénombrable. Maintenant, on va passer aux variables. Alors là, c'est aussi une partie qui est vraiment très importante parce que ça tombe beaucoup. C'est à propos des variables. Donc je vous avais dit qu'on reviendrait sur qualitatif et quantitatif. Donc c'est deux variables qu'il faut vraiment distinguer, vraiment c'est très important et qu'il faut comprendre. Une variable quantitative, mesurée ou dénombrée. Pourquoi ? Parce que c'est une quantité. Donc en exemple, on va avoir la taille, le poids, le nombre de cigarettes fumées par jour, le nombre de dents. C'est dénombré. À côté, on a une variable qualitative, donc ça ne peut pas être mesuré, mais ça peut être susceptible de classement. Ici, on a donc soit binaire, oui ou non, ou multiple. Donc multiple, on a soit c'est non ordonné, donc statut marital est pacsé, célibataire, enfin il n'y a pas d'ordre. Ou ordonné, le stade d'une maladie, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. On va détailler un peu plus maintenant variable quantitative, donc comment il faut voir les choses. Vous imaginez une sorte de carte mentale avec variable quantitative, variable qualitative. Dans les variables quantitatives, on a variable quantitative par intervalle et relative. Par intervalle, alors, il existe une valeur nulle arbitraire et la distance qui sépare deux catégories, elle est connue. La température mesurée en degrés Celsius. On a une valeur qui est nulle arbitraire et la distance entre deux catégories, elle est bien connue.
De l'autre côté, on va avoir quantitative relative. Eh bien, quantitative relative, qualitative relative, c'est faux. Ok, vraiment, il faut être très clair là-dessus. Donc, une variable quantitative relative, le 0 n'est pas arbitraire, il signifie l'absence ou la nullité, et il existe une égalité d'intervalle et de rapport. Par exemple, la température qui est mesurée en Kelvin. Le 0, il est bien absolu. On a aussi dans les variables quantitatives, une variable quantitative discrète, discontinue ou continue. Alors, donc discrète ou discontinue, ça prend que des valeurs isolées, généralement entières, qui appartiennent à un intervalle. Ce sont des valeurs issues d'un dénombrement, le nombre d'enfants ou l'âge civil. Continue, c'est susceptible de prendre toute valeur dans un certain intervalle. C'est une valeur qui est issue d'une mesure. Exemple, le poids, taille, distance ou âge réel. Je m'explique. Donc, discrète, ça prend que des valeurs isolées, entières. Très important, des valeurs entières. Le nombre d'enfants, on n'a pas 8 enfants et demi. On a 3 enfants, 4 enfants, enfin, même 8 enfants, mais pas et demi. Continue, le poids par exemple, on peut avoir un poids de 32,4. C'est fait, mais bon, 70,6. Ok. La taille, c'est pareil, on peut faire 1m92, 93,4. C'est pour ça que là, c'est issu d'une mesure. Pour revenir à l'âge civil et réel, c'est important à distinguer. En fait, l'âge civil, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 17 ans et demi en âge civil, vous allez avoir 17, 18 ou 19. L'âge réel, ça va être, vous avez 20 ans et 3 semaines, 3 mois. On peut beaucoup plus, on peut mettre plus de... C'est pas des valeurs forcément que entières. Maintenant qu'on a fini les valeurs quantitatives, les variables, pardon, on passe aux variables qualitatives. Donc on reprend notre arbre ou notre carte mentale, on passe sur qualitative. Qualitative, on a nominal ou catégoriel ou ordinal. Nominal ou catégoriel, donc ce sont des catégories collectivement exhaustives et mutuellement exclusives. L'ordre et les distances entre les catégories, elles sont ignorées, elles sont pas connues. On ne sait pas ce qu'il y a, mais homme-femme, par exemple, ou célibataire, marié, pacsé, il n'y a pas d'ordre entre célibataire, marié et pacsé, et on ne sait pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas une distance entre le fait d'être célibataire ou marié, ou entre être marié et pacsé, vu que c'est qualitatif. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, on a une variable qualitative ordinale. Les valeurs, elles sont classées en rang ou elles sont ordonnées selon un critère qui est connu. La distance entre deux catégories adjacentes, elle n'est pas connue et elle peut varier d'une paire de catégories à l'autre. On va voir l'exemple du degré de douleur. Le degré de douleur, ça va être j'ai peu mal, moyennement, très mal, extrêmement mal. La distance entre les deux catégories, elle n'est pas connue. Ça peut varier selon les personnes, le degré de douleur entre très mal et extrêmement mal. C'est pas quelque chose qui est défini. Et ça peut être classé en rang ou ordonné selon un critère qui est connu. Maintenant, on va passer à la 5e partie sur le codage et biométrie. On va revenir sur quelque chose qu'on a vu avant puisqu'on va parler des variables continues qui font bien partie des variables quantitatives. Alors, on peut discrétiser une variable continue en la regroupant en classes de manière non arbitraire. L'objectif est de conserver à la distribution sa forme générale. Le découpage doit être ni trop fin ni trop large. Alors, s'il est trop grossier avec un faible nombre de classes, on va avoir une perte d'information et une schématisation qui est extrême. S'il est trop fin, avec un grand nombre de classes, l'effectif de chaque classe et la répartition est trop aléatoire. Je vous explique. Alors, on va prendre un exemple pour essayer de mieux comprendre. Si on prend un exemple d'une étude où on va demander à toutes les personnes qui veulent bien répondre à un questionnaire leur taille exacte. Ça peut être 1m98,3,4, 1m62,6, vraiment une mesure qui est détaillée. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est un exemple, c'est de se dire que pour regrouper, pour qu'il y ait moins de chiffres, que toutes les personnes qui mesurent entre 1m85,5 et 1m87,5 mesurent 1m86. C'est un exemple. Ça va, c'est plus ou moins pareil. Cependant, s'il est trop grossier, s'il est trop fin, en fait, ça va pas être logique si on dit que toutes les personnes qui mesurent entre 1m60 et 2m mesurent 1m80. Ça n'a aucun intérêt pour une étude, parce que sinon, il y a pratiquement toute la population qui mesure 1m80. C'est faux. A l'inverse, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se dire toutes les personnes qui mesurent entre 1m80,1 et 1m80,3 mesurent 1m80,2. Ça n'a pas d'intérêt.
c'est là où il faut que le découpage il soit ni trop fin ni trop large. Maintenant on passe à tout ce qui est variable qualitative. On se rappelle, on a variable qualitative nominale et variable qualitative ordinale. Le codage pour la variable nominale. Le codage, il permet de faciliter le traitement informatique des données, mais il ne modifie pas la nature qualitative de la variable. En fait, pourquoi on précise ça, et c'est très important à comprendre. Dans une autre étude, on imagine qu'il y a un questionnaire où les personnes doivent dire si son homme, 0, ou femme, est égal à 1. En fait, c'est comme si, pour faciliter, l'ordinateur, il va directement dire que homme, c'est 0, au lieu d'écrire homme, et femme, c'est 1. Ça met des chiffres. Mais c'est là où ça ne modifie pas la nature qualitative de la variable. Parce que même si on va avoir un chiffre, 0 ou 1, ça reste une variable qui est qualitative. C'est très important. Mais grâce au codage et à cette transformation, ça permet de faciliter le traitement informatique des données. Pour la variable ordinale, le codage il permet de désigner la variable par un nombre ou un score qui définit un rang, un degré ou un niveau, et non pas une quantité qui est objective. Ce nombre il est moins arbitraire parce qu'il montre une progression. En général, l'absence de caractéristiques ou le niveau le plus bas, il est codé par un 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, donc pour une variable qui est ordinale, on va tout simplement coder, donc avec un chiffre, les rangs, degrés ou niveau. C'est-à-dire, non satisfait, c'est le plus bas, c'est pour ça qu'on dit qu'il est codé par un 0, en général. Donc, 0, c'est non satisfait, 1, satisfait, 2, très satisfait. C'est aussi, ça va montrer une progression, mais c'est surtout pour faciliter aussi le traitement. On va maintenant terminer avec la biométrie, vous inquiétez pas, c'est fini. Après, on a quelques QRE, ça va vous aider surtout. Mais on finit avec la biométrie. Alors, il faut savoir qu'il existe trois grandes biométries. On a la biométrie clinique, biologique et composite. La biométrie clinique, c'est à l'échelle de l'individu. Examen clinique, tension artérielle, tension oculaire. Biométrie biologique, c'est une plus petite échelle, cellules, molécules. Et la biométrie composite, indice clinique, IMC, indice de Karnofsky, indice biologique ou temps de Planck. Donc ça, c'est bon pour la biométrie et pour le cours. On va pouvoir passer à la partie entraînement avec quelques QRU. Alors juste pour commencer, je vous ai fait un petit mode d'emploi des QRU. Je pense que vous savez ce que c'est, mais au cas où ça peut vous faire un petit rappel. Donc déjà QRU, question à réponse unique. Dans un QRU, il y a seulement une réponse correcte à choisir. Une seule, pas deux. Une. Donc une réponse juste est égale à 1 point, une réponse fausse est égale à 0 point. Normalement c'est ça. Le premier QRU, donc QRU 1, indiquait la proposition exacte. Item A, la taille et le poids sont des variables qualitatives. Item B, le degré de douleur est une variable qualitative ordinale. Item C, on ne peut pas discrétiser une variable continue. Et item D, il existe 4 grands types de biométrie. Item E, toutes les réponses sont fausses. Je vous laisse mettre sur pause et comme ça vous faites de votre côté et après on passe à la correction. Maintenant on va passer à la correction et la réponse exacte c'était la réponse B. Alors, item A, la taille et le poids sont des variables qualitatives. C'est faux, ce sont des variables quantitatives. La taille et le poids, voyez ça comme une quantité. La taille, c'est une taille, donc c'est comme une mesure, c'est une quantité. Le degré de douleur est une variable qualitative ordinale. C'est correct. Ce qu'on vérifie, vous voyez le degré de douleur, variable qualitative. Qualitative, on valide. Ordinale, c'est bien qualitatif, c'est bien rapporté au degré de douleur, donc l'item est vrai. Item C, on ne peut pas discrétiser une variable continue. C'est faux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut au contraire la discrétiser, c'est-à-dire la regrouper en classes, variable continue. Item D, il existe 4 grands types de biométrie. Faux, c'est facile, hein. Il existe que 3 types de biométrie. Voilà. Et donc toutes les réponses sont fausses, c'est faux. Maintenant, on va passer au QRU2, c'est un exemple que j'ai pris du diapo du prof, normalement. Ok, donc lors d'un tour de France, la concentration maximale autorisée de testostérone est de 5 UEG par litre, valeur fictive du prof, j'ai repris. Un coureur réalise un test et obtient les résultats de son analyse au laboratoire de référence. Il obtient 6,2 microgrammes par litre. Sachant que l'incertitude est de 20%, indiquez la proposition exacte. Item A, 6,2 est compris entre 4,2 et 8,2. B, 6,2 est compris entre 0,2 et 0,4. C, entre 1,2 et 11,2.
et D entre 4,96 et 7,44. Toutes les réponses sont fausses. Je vous laisse mettre en pause et on passe à la correction juste après. On va passer maintenant à la correction. Donc, c'était la réponse D. Alors déjà, félicitations à ceux qui ont trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est absolument normal. C'est un calcul qui est un peu compliqué au début, mais une fois que vous avez compris, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Alors, déjà, il faut savoir qu'on part de la formule de l'incertitude qu'on avait vue tout à l'heure. J'arrive pas à voir le pointeur, mais c'est ce que vous pouvez voir avec soit 2 points. Donc, petit x moins dx et x plus dx. Et donc x au milieu. Ouais, vous avez la formule devant vous. On se rappelle que grand X c'est la valeur vraie, petit x c'est la valeur lue ou mesurée, et dx c'est l'incertitude. Alors si on regarde notre énoncé, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la valeur qui est lue ou mesurée, c'est 6,2. Donc petit x est égal à 6,2. L'incertitude, elle est de 20%. Ok, et le taux maximal de testostérone est de 5. Mais ça, on verra plus tard. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est 6,2, il est compris entre quoi et quoi? Alors, ce qu'on va faire, en fait, on va avoir petit x moins dx, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais le truc qui est un peu auquel il faut penser, c'est qu'il faut trouver dx de 6,2. Je m'explique. En fait, vous allez devoir, on a dit que l'incertitude est de 20% par rapport au résultat 6,2. Donc le principe, c'est de trouver l'incertitude. Donc on fait 6,2 fois l'incertitude, donc 6,2 fois 0,2 est égal à 1,24. En fait, c'est le seul petit truc, c'est qu'il faut trouver dx. Donc, on a juste à rentrer les valeurs dans la formule. Grand X 6,2, petit x 6,2 plus l'incertitude 1,24. Donc en fait, et pareil, moins de l'autre côté. Donc on a bien 6,2 est compris entre 4,96 et 7,44. C'est tout. Par contre, ce sont des calculs qui demandent de l'entraînement et juste de la compréhension. Ce qu'il faut juste pas oublier, voilà, et où ici il faut faire attention, c'est aux 5 microgrammes par litre, qui peut vous embêter, mais vraiment il n'a rien à faire pour l'instant pour répondre à ce QRE. C'est au QRE2, mais la suite en fait, on a le même énoncé, à part qu'on prend en considération le fait que 6,2 est compris entre 4,96 et 7,44. Indiquez la proposition exacte. Item A. Sachant que 7,44 est supérieur à 5 microgrammes par litre, le coureur doit être exclu. Item B. Sachant que le laboratoire de référence donne un résultat de 6,2 microgrammes par litre, le coureur doit être exclu. Item C. Le coureur ne doit pas être exclu au vu de l'incertitude qui comprend la valeur 4,96 microgrammes par litre et qui est inférieure à 5 microgrammes par litre. Et item D. Toutes les réponses sont fausses. Je vous laisse mettre en pause et on passe à la suite. Ok, alors la correction, la réponse C est correcte. Je vous explique pourquoi. En fait, 4,96, c'est inférieur à 5 microgrammes par litre. Donc, sachant que 5 microgrammes par litre, c'est la concentration maximale autorisée, il y a une possibilité pour qu'il y ait moins de 5 microgrammes par litre, parce qu'il peut y avoir 4,96, 97, 92, enfin bref, vous avez compris. C'est pour ça qu'on ne peut pas exclure le coureur. Donc, justement, l'item B est faux parce que, le fait que ce soit un laboratoire de référence ou non, le laboratoire de référence nous indique qu'il y a une incertitude. Donc, il ne doit pas forcément être exclu parce que 4,96 est inférieur à 5 microgrammes par litre. La A est fausse, c'est pas logique. Et la D aussi. Donc, ça c'est bon. On passe maintenant au QRE3. Alors, à propos des unités de base du système international, parmi ces unités, laquelle n'est pas une unité de base? Item A, kilogramme, B, candela, C, volt, D, seconde, E, mol. Je vous laisse mettre en pause. Alors, la bonne réponse, c'était la réponse C, le volt, qui est une unité dérivée. En effet, le kilogramme, candela, seconde et mol, ce sont bien des unités de base. En fait, comment il faut apprendre par rapport aux unités? Déjà, c'est une partie qui est très importante parce que ça tombe en général. C'est bien cette partie. Plutôt que d'apprendre des unités dérivées, en fait, juste apprenez qu'il y a 7 unités de base. Vous apprenez les 7 unités de base à quelle grandeur elles correspondent. Et c'est tout ce que vous avez besoin. Que voilà. Je crois que c'est tout pour moi, en tout cas. J'espère que vous n'avez pas trop galéré, que ça vous a pas donné une mauvaise impression de la biostat quand même. En vrai, c'est un cours qui est plutôt facile, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas
Et je vous souhaite bon courage pour ce début du deuxième semestre, cette rentrée et ce semestre tout simplement. Donc bon courage et au revoir.